Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal filtrait à travers les voilages, projetant une lueur dorée dans la chambre. Pise s'étira paresseusement, sa main se posant instinctivement sur son ventre arrondi, enceinte de 6 mois. Elle n'arrivait toujours pas à croire à quelle vitesse le temps avait passé. Elle sentit le faible frémissement d'un mouvement, un doux rappel qu'une petite vie grandissait en elle. Un doux sourire joua sur ses lèvres. Ce bébé était son miracle, ce lien entre elle et Anthony qui les unirait à jamais. Elle tourna la tête vers son mari, observant son expression paisible alors qu'il dormait à côté d'elle. Il avait été tout ce pourquoi elle avait jamais prié, aimant, encourageant et attentionné. Chaque échographie, chaque fringale nocturne, Anthony avait été là, lui massant les pieds, lui murmurant des promesses d'un avenir magnifique. Pise traça doucement le contour de son visage avec ses yeux, ne ressentant que de l'amour pour l'homme qui lui avait donné l'impression d'être la femme la plus chanceuse du monde. Une envie soudaine de quelque chose de sucré fit gargouiller son estomac. Riant doucement, elle réveilla Anthony d'un petit coup. « Chérie », murmura-t-elle en lui secouant légèrement le bras. Il grogna, enfouissant son visage plus profondément dans l'oreiller. « Je veux des pancakes. » Chuchota-t-elle d'un air enjoué, avec beaucoup de sirop. Il entr'ouvrit un œil, un sourire paresseux se formant sur ses lèvres. « Tu viens de manger un bol entier de céréales il y a 1 heure, la taquina-t-il. Pise fit la moue, pressant sa main contre son ventre. « Ton enfant veut des pancakes. » Anthony gloussa, se redressant et s'étirant avant de lui déposer un baiser sur le front. « Tout pour ma reine. » Alors qu'il quittait le lit pour lui préparer le petit déjeuner, Pise se pencha en arrière contre les oreillers, se prélassant dans la chaleur de sa vie apparemment parfaite. Si quelqu'un lui avait dit des années auparavant qu'elle serait mariée et heureuse, attendant son premier enfant avec un mari qui l'adorait, elle ne l'aurait pas cru. Mais la voilà, vivant le rêve, du moins le pensait-elle. L'atmosphère dans leur maison avait commencé à changer d'une manière que Pise ne pouvait expliquer. Au début, c'était subtil, des baisers manqués avant de partir au travail, moins de « je t'aime » et des réponses distraites chaque fois qu'elle parlait. Anthony, qui autrefois ne pouvait pas passer une journée sans prendre de ses nouvelles, semblait maintenant distant, absorbé dans son propre monde. Pise se persuada que c'était juste le stress. Après tout, c'était un homme travailleur, portant le poids de subvenir aux besoins de leur famille grandissante. Mais au fil des semaines, ses absences devinrent plus fréquentes, ses excuses plus répétées. Des nuits tardives au bureau. Des réunions d'affaires urgentes. Des appels qu'il devait prendre dans une autre pièce. La chaleur qui emplissait autrefois leur foyer fut lentement remplacée par une froideur troublante, celle qui serrait le cœur de Pise d'un malaise. Elle se retrouvait à l'attendre, fixant l'horloge, espérant qu'il rentrerait tôt ne serait-ce qu'une fois. Mais il ne le faisait jamais. Un soir, alors qu'elle était assise seule à la table du dîner, ses mains frottant distraitement son ventre gonflé, Anthony entra enfin. Il était plus de minuit. Sa cravate était desserrée, sa chemise légèrement froissée, ce qui ne l'aurait pas alarmé auparavant. Mais maintenant, tout lui semblait être un signe. « Tu es en retard. » dit-elle doucement, essayant de garder une voix stable. Anthony la regarda à peine en posant sa mallette. « Je t'ai dit que j'avais une réunion, » répondit-il en se dirigeant vers la chambre. Pise le suivit, le regardant retirer sa veste sans lui accorder un regard. « Tu as eu beaucoup de réunions ces derniers temps, » dit-elle prudemment. Il soupira, se frottant l'arête du nez. « Que veux-tu que je te dise, Pise ? Le travail est exigeant. » Elle hésita, choisissant ses mots. « C'est juste que, tu me manques. » Pendant un instant, elle crut voir une lueur de culpabilité dans ses yeux, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. « Je suis fatigué » fut tout ce qu'il dit avant de se coucher, lui tournant le dos. Et ainsi, un autre morceau de leur amour s'effrita. La distance entre eux s'agrandissait de jour en jour, et Pise ne pouvait plus ignorer le sentiment lancinant dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Anthony était devenu un expert pour l'éviter, toujours trop occupé, se précipitant toujours hors de la maison avant qu'elle ne puisse poser trop de questions. L'homme qui autrefois ne pouvait s'empêcher de la toucher la touchait à peine maintenant.
Les nuits au lit étaient les plus solitaires. Elle restait éveillée, écoutant le son de sa respiration régulière à côté d'elle, se demandant pourquoi il lui semblait être un étranger. Quand elle essayait de l'atteindre, son corps se tendait, et il marmonnait quelque chose sur le fait d'être fatigué avant de se retourner. Le rejet la piquait d'une manière qu'elle ne pouvait décrire. Il ne s'agissait pas seulement d'intimité physique. Il s'agissait de connexion, de proximité, de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Et pourtant, Anthony semblait complètement insensible au gouffre grandissant entre eux. Un après-midi, en pliant le linge, Pise tomba sur une chemise d'Anthony qui sentait différemment. Pas son eau de Cologne habituelle, mais quelque chose de floral, d'étranger. Son estomac se noua alors qu'elle portait le tissu à son nez, l'odeur inconnue envahissant ses sens. Elle essaya de l'ignorer, de se dire qu'elle était paranoïaque, mais le doute avait déjà semé sa graine. Plus tard dans la nuit, alors qu'Anthony était assis sur le canapé à faire défiler son téléphone, Pise hésita avant de demander « Anthony, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Ses doigts se figèrent une fraction de seconde avant qu'il ne lève les yeux. « Que veux-tu dire ?» Elle se mordit la lèvre. « Tu as été distant. Tu me parles à peine. J'ai l'impression que tu t'éloignes. » Il soupira, posant son téléphone. « Pise, tu réfléchis trop. Tu es enceinte. Tes hormones sont sens dessus-dessous. Détends-toi, d'accord ?» Ce rejet la blessa plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Son cœur hurlait que quelque chose n'allait pas, mais Anthony avait déjà décidé que ses préoccupations ne valaient pas la peine d'être écoutées. Les appels téléphoniques tardifs furent ce qui brisa finalement ses illusions. Pise avait toujours fait confiance à Anthony, n'avait jamais ressenti le besoin de remettre en question sa loyauté, mais maintenant le doute la suivait partout. Cela commença par des chuchotements derrière des portes closes, des conversations qui se terminaient dès qu'elle entrait dans la pièce. Puis vinrent les excuses. « C'est juste le travail. Tu ne comprendrais pas, ce n'est rien d'important. » Mais cela ne semblait pas être rien. Cela ressemblait à un orage qui se préparait au loin, prêt à tout consumeur sur son passage. Une nuit, elle se réveilla au faible son de sa voix provenant du salon. Elle se dirigea sur la pointe des pieds dans le couloir, le cœur battant la chamade. « Tu me manques aussi, » dit doucement Anthony. Son ton était empreint de quelque chose d'intime. Le souffle de Pise se coupa. La chaleur quitta son corps, remplacée par un froid glacial. Elle se plaqua contre le mur, luttant pour respirer. Il parlait à quelqu'un d'autre, pas à un collègue de travail, pas à un ami, à une femme. Cette prise de conscience lui retourna l'estomac. Quand il raccrocha enfin, elle se força à entrer dans la pièce. Sa voix était calme malgré la tempête qui faisait rage en elle. « À qui parlais-tu » La tête d'Anthony se releva brusquement. Son expression fut momentanément surprise avant qu'il ne la masque d'indifférence. « Personne d'important, » dit-il en glissant son téléphone dans sa poche. Pise croisa les bras. « Alors pourquoi as-tu dit qu'il te manquait ?» Une lueur d'irritation traversa son visage. « Pise, je n'ai pas l'énergie pour ça. » Elle prit une profonde inspiration, se forçant à rester forte. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Sa mâchoire se crispa. « Tu dois arrêter de créer des problèmes là où il n'y en a pas, » et sur ce, il la bouscula en passant, la laissant debout dans l'obscurité, se demandant quand leur amour était devenu un mensonge. La douleur dans le cœur de Pise était devenue insupportable. Elle voulait se tromper, désespérément, mais les signes étaient indéniables. Anthony s'éloignait, et peu importe à quel point elle essayait de s'accrocher au reste de leur amour, c'était comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Elle passait ses journées à rejouer chaque interaction dans sa tête, cherchant des indices, quelque chose pour prouver que son esprit lui jouait des tours. Mais les nuits tardives, les mensonges, la façon dont il la regardait à peine dans les yeux, tout cela peignait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. L'homme qui l'avait autrefois tenue avec tant de dévotion la traitait maintenant comme un fardeau. Et pire que tout, il ne remarquait même pas la douleur qu'il causait. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le salon, fixant la télévision d'un air absent, son téléphone vibra avec un appel entrant. C'était Benita, sa meilleure amie, la seule personne à qui elle pouvait se confier. « Pise, tu n'as pas l'air dans ton assiette. » La voix de Benita était remplie d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Pise hésita, ravalant la boule dans sa gorge. « Je pense qu'Anthony me trompe. » Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant.
Puis Benita soupira. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Il a changé, n'est-ce pas? Pise ferma les yeux, laissant une larme couler sur sa joue. Ce n'est plus le même homme que j'ai épousé. Il me regarde à peine, Benita. Et la nuit dernière, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un, une femme. La voix de Benita se durcit. Alors ne l'ignore pas. Tu mérites la vérité, Pise. Si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, fais-lui confiance. Déterminée à dissiper ses doutes, Pise décida qu'elle avait besoin de preuves. Elle n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Mais elle ne pouvait pas non plus rester les bras croisés et se laisser aveugler par la vérité. Alors, quand Anthony quitta la maison un samedi matin, marmonnant quelque chose à propos d'une réunion d'affaires urgente, elle le suivit. Ce n'était pas quelque chose qu'elle s'était jamais imaginé faire, suivre son propre mari comme une étrangère, mais son cœur ne trouverait pas le repos tant qu'elle ne saurait pas. Alors qu'elle conduisait à une distance de sécurité derrière sa voiture, ses mains tremblaient sur le volant. Elle priait pour se tromper. Elle priait pour le trouver exactement là où il avait dit qu'il serait. Mais quand il s'arrêta devant un restaurant chic, son souffle se coupa dans sa gorge. Depuis sa place sur le parking, elle regarda une femme sortir d'une autre voiture et se diriger vers Anthony. Son estomac se tordit douloureusement. Elle était jeune, magnifique, avec de longs cheveux flottants et une élégance naturelle qui fit soudainement prendre conscience à Pise du poids qu'elle avait pris pendant sa grossesse. Catherine. Le nom flotta dans son esprit comme un poignard lui transperçant la poitrine. Elle n'avait pas besoin de présentation, elle le savait instinctivement. C'était la femme qu'Anthony cachait. Ses mains se crispèrent en poing alors qu'elle les regardait rire ensemble. Alors qu'Anthony se penchait un peu trop près, que sa main effleurait le bas du dos de Catherine, c'était intime, familier. C'était le genre de contact qu'il lui réservait autrefois uniquement à elle. Pise rentra chez elle dans un état second, son esprit tourbillonnant d'émotions si intenses qu'elle se sentit physiquement malade. Trahison, douleur, rage, tout cela la consumait. Mais sous la tempête de ses émotions, une détermination calme et froide s'installa dans ses os. Si Anthony l'avait vraiment remplacée, s'il avait mené une double vie pendant qu'elle portait son enfant, alors elle avait besoin de plus que la simple vue d'eux ensemble. Elle avait besoin de preuves. Cette nuit-là, alors qu'Anthony dormait à côté d'elle, paisible, imperturbable, elle attrapa son téléphone avec des mains tremblantes. Il n'avait jamais été secret auparavant, mais maintenant elle remarqua la façon dont il le gardait près de lui, la façon dont il inclinait toujours l'écran loin d'elle. Son cœur battait la chamade alors qu'elle entrait son code d'accès, une combinaison qu'elle avait mémorisée depuis longtemps. Les messages qu'elle trouva anéantir ce qui restait de son espoir. Des textos aguicheurs, des réservations d'hôtels, des cadeaux coûteux. Ils étaient ensemble depuis des mois. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Sa vision se brouilla alors qu'elle lisait ces mots à Catherine, des mots qui lui appartenaient autrefois. Tu me manques. J'ai hâte de te voir. Tu es tout pour moi. La pièce semblait suffocante, les murs se refermant sur elle. Avec précaution, elle prit des captures d'écran, les transférant sur son propre téléphone. Si Anthony pensait qu'elle resterait les bras croisés et laisserait faire, il se trompait lourdement. L'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, avait brisé leur famille, et maintenant elle en avait fini d'être la dupe. Le poids de la trahison pesait comme une pierre sur la poitrine de Pise, l'écrasant à chaque respiration. Les textos, les cadeaux, les réservations d'hôtels, c'étaient des preuves indéniables qu'Anthony avait donné son cœur à une autre femme. Elle avait passé des années à croire en la force de leur amour, avait construit un foyer avec lui, porté son enfant, pour finalement réaliser qu'elle vivait dans un mensonge. Cette nuit-là, en fixant sa forme endormie, elle sentit une rage sourde monter sous son chagrin. Comment osait-il dormir si paisiblement alors qu'elle restait éveillée, noyée dans l'agonie de sa trahison? Il lui avait volé sa paix, son bonheur, et pire que tout, sa confiance. Et pourquoi? Un frisson passager avec une femme qui n'avait aucun respect pour le foyer d'une autre femme. Plus elle y pensait, plus sa fureur montait, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la contenir. Elle se redressa brusquement, allumant la lampe de chevet. « Réveille-toi, Anthony, dit-elle, sa voix étrangement calme. Il grogna en se retournant. « Qu'est-ce qu'il y a, Pise? Lève-toi, claqua-t-elle en attrapant son téléphone et en le jetant sur sa poitrine. Explique ça. » Il cligna des yeux, confus,
avant de prendre l'appareil. Au moment où il comprit, son expression s'assombrit. « Mais qu'est-ce que tu fous, Pise ? Tu as fouillé dans mon téléphone. N'ose pas me rejeter la faute dessus, cria-t-elle, la voix tremblante. Tu m'as menti. Tu m'as fait sentir folle, tu m'as fait douter de moi pendant que tu courais avec elle. » Anthony bascula ses jambes hors du lit, se frottant le visage avec frustration. « Baisse la voix, marmonna-t-il. Les voisins. Au diable les voisins, le coupa t-elle. Je veux la vérité. Depuis combien de temps vois-tu Catherine? Depuis combien de temps me prends-tu pour une imbécile? Silence. Il ne la regardait même pas, et c'était toute la réponse dont elle avait besoin. Des larmes brûlèrent derrière les yeux de Pise, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne s'effondrerait pas devant lui. Anthony soupira enfin, passant une main dans ses cheveux. Pise, tu es enceinte. Tu es émotive. Peut-être que tu exagères les choses. Elle laissa échapper un rire amer en secouant la tête. J'exagère les choses? Répéta-t-elle. J'ai trouvé des réservations d'hôtel, des cadeaux coûteux, des SMS où tu dis à une autre femme qu'elle est tout pour toi, et tu veux me faire croire que je suis émotive. Il serra la mâchoire, son corps tendu. Les choses n'ont plus été les mêmes entre nous, Pise, marmonna-t-il. Depuis que tu es enceinte, tout tourne autour du bébé. On ne se parle plus. On ne. Alors tu m'as puni en trouvant une autre femme, l'interrompit-elle, la voix pleine d'incrédulité. Au lieu de me parler, au lieu de réparer notre mariage. Anthony se leva, arpentant la pièce. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, marmonna-t-il. Non, tu ne t'attends pas à ce que je me batte, corrigea-t-elle, sa voix dangereusement basse. Tu pensais que je serais la femme silencieuse et dévouée qui fermerait les yeux pendant que tu m'humiliais. Ses yeux rencontrèrent alors les siens, remplis de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Mais il était trop tard pour ça. Je veux que tu sortes de cette maison, chuchota-t-elle, sa voix retenant à peine les larmes. Maintenant. Il ricana. Et où irais-je? Chez elle, cracha-t-elle. C'est là que tu veux être, n'est-ce pas? Alors vas-y. Mais ne reviens pas, son expression se durcit, et pendant un bref instant, on aurait dit qu'il allait la contredire. Mais au lieu de cela, il attrapa ses clés de voiture et partit sans un mot de plus. Et c'est ainsi que le foyer qu'ils avaient construit ensemble s'effondra en rien. Les jours suivants furent un brouillard de douleur et d'épuisement. Pise les traversa comme un fantôme, mangeant à peine, dormant à peine. L'homme qu'elle aimait en avait choisi une autre, était parti sans même essayer de réparer ce qu'ils avaient. Et pourtant, elle espérait encore bêtement qu'il reviendrait, qu'il se réveillerait et réaliserait ce qu'il avait fait. Mais la réalité la frappa plus durement qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Cela arriva un jour où elle avait le plus besoin de lui. Elle ressentait des douleurs aiguës à l'estomac depuis le matin, un profond malaise qui semait la peur dans ses veines. Inquiète pour son bébé, elle se précipita à l'hôpital, serrant son ventre alors qu'elle franchissait les portes des urgences. Les infirmières l'admirent rapidement, effectuant des tests, l'assurant qu'elle surveillerait tout de près. Tout ce qu'elle voulait, c'était Anthony. Même après tout, il était toujours le père de son enfant, toujours l'homme avec qui elle avait construit une vie. Alors, les mains tremblantes, elle l'appela. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Elle essaya à nouveau. Rien. Le désespoir la rongeait, et elle était sur le point d'essayer une troisième fois quand une voix familière parvint à ses oreilles. Anthony, tu es trop fort. Un rire de femme retentit. Le sang de Pise se glaça. Lentement, elle tourna la tête vers la salle d'attente. Et il était là, assis à côté de Catherine, riant, lui tenant la main, prenant soin d'elle comme il aurait dû prendre soin de sa femme. L'air lui manqua, sa vision se brouillant sous le choc. Elle était venue à l'hôpital, terrifiée pour leur bébé, pendant qu'il était ici, réconfortant sa maîtresse. Ses mains tremblaient alors qu'elle les posait protectrices sur son ventre. Toute la douleur qu'elle avait ressentie ces dernières semaines, chaque doute, chaque nuit blanche, tout s'effondra d'un coup. Pise resta. N'est-ce sa quête de vérité? Il n'avait jamais pleinement considéré à quel point sa révélation pourrait blesser Agnès et perturber l'équilibre délicat de sa famille. S'il te plaît, pars, ajouta-t-elle, la voix brisée. Le cœur lourd, Jake se leva et quitta l'appartement, ayant l'impression d'avoir tout brisé.
Le retour de Jake à la maison de sa grand-mère fut rempli de tumulte. Evelyn sentit que quelque chose n'allait pas avant même que Jake ne parle. Quand il s'assit à côté d'elle, le visage pâle et les yeux embués de confusion, elle n'eut pas besoin de demander. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle doucement, sa voix pleine de compréhension. Jake hésita un instant avant de tout déballer, les découvertes du détective, sa confrontation avec Agnès et la façon dont il avait été rejeté. Ses émotions se déversèrent, et Evelyn écouta tranquillement, son expression s'adoucissant à chaque mot qui passait. Quand Jake eut fini, Evelyn resta assise en silence pendant un long moment, les yeux perdus comme si elle était plongée dans ses pensées. Finalement, elle parla, sa voix à peine un murmure. « Jake, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion, il y a quelque chose que je dois te dire. Tes parents, ils étaient stériles. » Le cœur de Jake s'arrêta. « Quoi » demanda-t-il, sa voix un mélange de choc et d'incrédulité. Evelyn prit une profonde inspiration. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants par eux-mêmes, alors ils ont eu recours à un donneur de sperme. La clinique où tu as fait ton don, ce sont eux qui nous ont aidés à te mettre au monde. Tes parents, ils ne t'ont jamais dit la vérité. La révélation frappa Jake comme un coup de foudre, son esprit vacillant sous le poids de la vérité. Toute sa vie, son identité, avait été construite sur un mensonge. Il n'était pas seulement lié à Agnès et au quadruplé par le destin. Il faisait partie de leur histoire d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et alors que la réalité de ce secret s'imposait, le trouble émotionnel de Jake s'approfondit. Il avait toujours pensé qu'il avait tout, mais maintenant il réalisait qu'il avait vécu une vie dépourvue de la chose même à laquelle il aspirait le plus, une famille. Au fil des jours, l'esprit de Jake fut consumé par les révélations qu'il avait apprises sur son passé, sur Agnès et sur les enfants. Il ne pouvait se défaire du sentiment que tout dans sa vie l'avait mené à ce moment. Il savait qu'il devait reparler à Agnès. Il ne s'agissait pas seulement de revendiquer son rôle de père ou de s'imposer dans leur vie, il s'agissait de la comprendre, elle, ses luttes et le parcours qu'il avait mené ici. Il ressentait un profond besoin de se connecter avec elle à un niveau qui allait au-delà des enfants. Jake voulait connaître la femme derrière la protectrice farouche, la mère immigrée qui s'était battue bec et ongle pour l'avenir de ses enfants. Quand Jake approcha finalement Agnès à nouveau, il ne commença pas par sa connaissance du don de sperme ou de la paternité des enfants. Au lieu de cela, il sonda doucement son passé, cherchant à comprendre ce qui avait fait d'elle la femme forte et résiliente qu'elle était. Agnès prit une profonde inspiration, ses yeux momentanément emplis de souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis. Elle commença à parler de sa vie avant de venir dans le pays, des difficultés qu'elle avait rencontrées, du déchirement de quitter son pays natal à la recherche d'une vie meilleure, et du jugement auquel elle avait été confrontée en choisissant d'avoir des enfants seuls. La société l'avait étiquetée comme indigne, une mère immigrée célibataire sans soutien. Mais Agnès n'avait jamais été du genre à reculer. Elle était venue aux États-Unis avec de l'espoir, et elle n'allait laisser personne lui dire qu'elle n'avait pas le droit de construire une vie pour ses enfants. Elle parla de la décision d'utiliser la clinique de fertilité, de la solitude qui en découlait, et des rêves qu'elle nourrissait pour ses enfants. Agnès expliqua qu'elle avait toujours su qu'il y avait une possibilité que le père de ses enfants soit inconnu, mais plus elle pensait à la présence de Jake, plus elle commençait à voir que peut-être l'univers y était pour quelque chose depuis le début. Jake fut frappé par la franchise brute de ses paroles. Sa vie avait été remplie d'obstacles, et pourtant elle avait réussi à se comporter avec tant de grâce et de dignité. Il réalisa à quel point il comprenait peu les sacrifices qu'elle avait faits pour ses enfants. Plus il en apprenait sur Agnès, plus il admirait sa résilience. Elle n'était pas seulement la mère de ses enfants, elle était quelqu'un qui avait traversé des épreuves inimaginables, et pourtant, elle se tenait toujours droite, intacte. Et à ce moment-là, Jake sut que quoi qu'il les ait réunis, que ce soit le destin, le hasard ou la destinée, il voulait faire partie de sa vie, non seulement en tant que père, mais en tant que quelqu'un qui pouvait la soutenir et partager son parcours. La tension entre Jake et Agnès persistait comme un nuage suspendu au-dessus d'eux. Bien que leur lien se soit renforcé, la révélation de sa possible paternité avait causé une rupture irréparable. La résistance d'Agnès était palpable, et bien que Jake comprît ses sentiments, il ne pouvait nier le besoin brûlant de connaître la vérité. C'était une vérité qui semblait résonner dans tous les recoins de son esprit, il devait savoir s'il était vraiment le père des quadruplés. Il ne s'agissait pas de validation ou de reconnaissance, il s'agissait de comprendre son rôle dans leur vie et, finalement, dans sa propre vie. Il ne pouvait pas avancer sans la certitude de la vérité, aussi douloureuse ou compliquée soit-elle. Après mûre réflexion,
Agnès accepta finalement un test ADN. Ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait faire, mais au fond d'elle, elle savait que Jake était sincère dans son désir de comprendre. Ils réalisèrent tous les deux que c'était le seul moyen de régler la question une fois pour toutes. Le test fut effectué en silence, le poids du moment pesant lourdement sur leurs deux épaules. Jake regarda les enfants jouer dans un coin de la pièce, inconscient de la tension dans l'air. L'anticipation des résultats le rongeait, l'incertitude de l'issue le rendant plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais été. Pour Agnès, le processus fut tout aussi difficile. Elle avait construit une vie sans Jake, et l'idée qu'il soit dans son monde, lié à ses enfants par le sang, était un mélange complexe d'émotions. Qu'est-ce que cela signifierait pour eux? Cela changerait-il tout? Jake deviendrait-il un élément permanent de leur vie, et si oui, resterait-il vraiment, ou s'en irait-il à nouveau? Le résultat du test répondrait à toutes ces questions, mais il était clair que le vrai voyage, comprendre ce que signifiait être une famille, ne faisait que commencer. Lorsque les résultats du test ADN revinrent, la vérité fut indéniable, Jake Phillips était bien le père biologique des quadruplés d'Agnès. Au moment où il lut la lettre de la clinique confirmant les résultats, son cœur se serra, le poids de la découverte s'installant. Ce n'était pas seulement le fait qu'il avait 4 enfants dont il ignorait l'existence, mais la prise de conscience que sa vie avait été incomplète sans eux. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lien entre lui et les enfants était irrévocable, et il devait faire face à la réalité de son rôle dans leur vie. Mais si la révélation apporta de la clarté, elle créa également une immense tension entre lui et Agnès. Pour elle, cette confirmation fut un choc émotionnel. Elle confirmait toutes les craintes qu'elle avait enfouies au plus profond de son cœur, Jake pourrait entrer dans leur vie et essayer de prendre le contrôle, de tout changer. Elle confirmait que l'homme qui était entré dans leur monde, offrant des conseils, pourrait avoir son propre agenda. Les instincts protecteurs d'Agnès s'enflammèrent. Ses enfants étaient tout pour elle, et elle n'allait laisser personne, surtout un homme qui avait été absent si longtemps, entrer et perturber l'équilibre délicat qu'elle avait construit. Face à sa colère et à ses soupçons, Jake lutta pour trouver sa place. Il n'avait jamais envisagé la paternité de cette manière, n'avait jamais imaginé entrer dans la vie d'enfant qui était si chère à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, avec la vérité révélée, il se retrouvait à affronter toute l'étendue de ses actions et les conséquences qu'elle emportait. Il ne pouvait pas défaire le passé, mais il pouvait être présent dans leur avenir, s'il le lui permettait. Au fil des jours, la tension entre Jake et Agnès ne fit que croître. La méfiance d'Agnès ne diminuait pas, et Jake commença à sentir le poids de sa décision de poursuivre une relation avec elle et les enfants. Il ne savait pas comment prouver à Agnès que ses intentions étaient sincères, qu'il n'essayait pas simplement de s'immiscer dans leur vie pour son propre bénéfice. Le tourbillon émotionnel les laissa tous les deux tout remettre en question, que signifiait être une famille? L'amour pouvait-il vraiment naître de circonstances aussi inattendues, ou le passé se dresserait-il à jamais sur le chemin de leur bonheur? Après le chaos émotionnel qui suivit les résultats du test ADN, Jake et Agnès se trouvèrent à la croisée des chemins. Agnès, encore sous le choc du bouleversement soudain, avait besoin de temps et d'espace pour digérer la nouvelle réalité. Elle n'était pas prête à embrasser pleinement Jake, à le laisser endosser un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé pour lui. Mais Jake n'était pas non plus prêt à abandonner. Il savait que le chemin vers la guérison et la compréhension ne serait pas facile, mais il était prêt à se battre pour avoir la chance de construire quelque chose de significatif avec elle et les enfants. Il était temps pour eux de repartir à zéro, de reconstruire leur relation basée sur l'honnêteté et la confiance. Jake commença à passer plus de temps avec les enfants, non pas en tant que leur père, mais en tant qu'ami, une présence constante dans leur vie. Il apprit leurs goûts et leurs aversions, leurs jeux préférés et leurs personnalités uniques. Emily, la plus silencieuse, adorait lire des histoires, tandis que Noah créait toujours des mondes imaginaires. Liam avait une fascination pour les voitures, et Sophie adorait jouer à se déguiser. Jake se surprit à tomber plus profondément amoureux de leur innocence et de leur énergie. À travers eux, il découvrit une joie que l'argent ne pourrait jamais acheter. Il commença également à comprendre le lien qu'Agnès entretenait avec ses enfants, un lien construit sur des années de sacrifice, de soins et d'amour inconditionnel. À bien des égards, leur relation était un modèle de ce qu'il souhaitait avec eux, authentique, sans précipitation et pleine d'affection. Peu à peu, Agnès commença à s'adoucir. En regardant Jake interagir avec les enfants, elle vit une facette de lui différente de l'homme d'affaires fortuné qui était apparu pour la première fois dans sa vie. Il était attentif, gentil et sincèrement investi dans leur bien-être. Lentement,
ils commencèrent à communiquer plus ouvertement, partageant leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir. Pour la première fois, Agnès se permit de croire qu'il pourrait y avoir une place pour Jake dans leur monde, non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui pourrait vraiment contribuer à leur bonheur. La confiance se reconstruisait, petit à petit, alors qu'ils ouvraient tous les deux leur cœur l'un à l'autre. Ils n'y étaient pas encore, mais ils étaient sur la voie de quelque chose de réel, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé mais dont tous deux avaient désespérément besoin. Au fil du temps, les murs entre Jake et Agnès commencèrent à tomber, une conversation à la fois. Agnès avait vu le véritable engagement de Jake envers les enfants, et elle commençait à le laisser entrer dans leur vie de manière petite mais significative. Ce n'était pas facile. Il y avait encore des moments de doute, et tous deux apprenaient à naviguer dans cette nouvelle dynamique. Mais lentement, ils apprenaient à se faire confiance. Jake s'impliqua davantage dans les routines quotidiennes des enfants, les aidant avec leurs devoirs, les emmenant au parc et préparant même les repas avec Agnès. Dans ces moments simples, il trouva une sorte de joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il ne se concentrait pas sur les réunions, les investissements ou les acquisitions. Il se concentrait sur le bonheur de ses enfants, sur le fait d'être présent pour eux et de soutenir Agnès de toutes les manières possibles. Il ne s'agissait plus seulement d'être leur père, il s'agissait d'être un partenaire pour Agnès, de partager les responsabilités de l'éducation de ses enfants et de construire une famille ensemble. Agnès, elle aussi, commença à voir Jake sous un nouveau jour. Sa résistance initiale commença à s'estomper alors qu'elle observait à quel point il se souciait sincèrement de ses enfants. Elle avait passé tant d'années à les protéger du monde extérieur, des hommes qui étaient venus et repartis, qu'elle avait oublié comment laisser quelqu'un entrer. Mais la patience tranquille de Jake, sa volonté d'entrer dans leur monde sans attente, lui permit de voir que peut-être, juste peut-être, ils avaient une chance de construire quelque chose ensemble. Elle ne pourrait jamais remplacer le rôle qu'elle avait joué dans la vie des enfants, mais peut-être n'avait-elle plus à le faire seule. Jake n'était pas seulement un homme venu réclamer ses enfants, il devenait un homme qui voulait partager avec elle le fardeau de l'amour et de la responsabilité. Et alors qu'ils passaient plus de temps ensemble, entourés par les rires des enfants et la chaleur d'une connexion retrouvée, Agnès commença à croire que la famille, dans son sens le plus vrai, n'était pas seulement une question de sang, c'était une question d'amour, de sacrifice et de volonté de grandir ensemble. Les fondations de quelque chose de beau avaient été posées, et ce n'était que le début. La vie de Jake avait toujours été dictée par les échéances, les réunions et les affaires. Mais en passant plus de temps avec Agnès et ses enfants, il commença à voir les failles de son ancienne vie. La richesse, le pouvoir, la poursuite constante du succès, rien de tout cela ne lui avait jamais apporté l'épanouissement qu'il trouvait maintenant dans le rire des quadruplés et la compagnie tranquille d'Agnès. Son style de vie somptueux ne lui semblait plus une quête significative. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à remettre en question les choix qu'il avait faits. Tout cet argent valait-il la solitude? Le succès était-il vraiment un succès s'il se faisait au détriment des liens humains? La réponse, réalisa Jake, était non. Il avait besoin d'un changement. Jake prit la difficile décision de réduire ses engagements professionnels, embauchant une équipe pour gérer la majorité de son travail. Cette décision était sans précédent pour lui, mais elle était aussi nécessaire. Il voulait être présent pour les enfants. Il voulait être là pour Agnès, non seulement en tant que père ou partenaire, mais comme un véritable soutien. Ses journées étaient désormais remplies de plaisirs simples, emmener les enfants à l'école, jouer à des jeux et aider Agnès avec les tâches ménagères. Ce faisant, Jake redécouvrait une version de lui-même qu'il avait longtemps enfouie sous le poids de l'ambition. L'homme qui avait été obsédé par la victoire se retrouvait maintenant à apprendre la valeur de la perte, perdre du temps pour sa carrière, perdre la course sans fin pour en avoir plus, et gagner quelque chose de bien plus précieux, l'amour, la connexion et un but. La vie d'Agnès avait toujours été un équilibre délicat entre travail, maternité et survie. Mais lorsqu'une crise survint à son travail, une crise à laquelle elle ne s'attendait pas, elle se sentit dépassée. Le petit centre communautaire pour lequel elle travaillait rencontrait de graves difficultés financières, et le conseil d'administration menaçait de le fermer à moins qu'il ne puisse réunir une somme d'argent importante en peu de temps. Agnès savait à quel point le centre comptait pour les familles qu'il servait, mais elle avait du mal à faire face aux exigences de la situation. Désespérée, elle se confia à Jake, qui s'était de plus en plus impliqué dans sa vie. Jake n'hésita pas. Il offrit immédiatement son soutien, même si Agnès ne le lui avait pas demandé. Il savait à quel point le centre était important pour elle, et pour la première fois de sa vie,
il n'examinait pas un problème avec les yeux d'un homme d'affaires. Il n'essayait pas de trouver le moyen le plus rapide de régler les choses pour son propre bénéfice, il voulait aider parce qu'il comprenait à quel point cela comptait pour Agnès. Il fit jouer ses relations, offrant un soutien financier pour maintenir le centre à flot. Mais son implication ne s'arrêta pas là. Jake travailla aux côtés d'Agnès, lui offrant un soutien émotionnel et l'aidant à organiser des événements de collecte de fonds. Pour la première fois, Jake ne résolvait pas seulement un problème pour son propre ego, il montrait à Agnès qu'il la soutiendrait, quoi qu'il arrive. Il ne s'agissait pas d'une affaire commerciale ou d'un investissement. Il s'agissait de la soutenir d'une manière qui allait au-delà de l'argent. Agnès fut touchée par son geste, et pour la première fois, elle vit Jake non pas comme un homme d'affaires fortuné, mais comme un homme qui se souciait des gens dans sa vie, en particulier d'elle. Malgré la proximité entre Jake et Agnès, le monde extérieur n'était pas si clément. Dès que les médias eurent vent du lien de Jake avec les quadruplés, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres spéculaient surtout, de la nature de sa relation avec Agnès au lien mystérieux entre lui et les enfants. Certains appelaient cela une histoire d'amour, d'autres une scandale. Les médias s'en donnèrent à cœur joie, et pour la première fois de sa vie, Jake se retrouva sous les projecteurs. Mais ce n'était pas seulement sa vie qui était scrutée, c'était aussi celle d'Agnès. Agnès n'était pas étrangère au jugement, mais c'était différent. Elle s'était battue toute sa vie pour protéger ses enfants de la dureté du monde, et maintenant ce monde fourrait son nez dans leur vie personnelle. Elle détestait cette attention. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent sous les feux de la rampe. En même temps, elle était en colère. En colère contre le monde d'être si prompt à juger, en colère contre elle-même de s'être impliquée avec un homme qui avait tant à perdre. Jake, de son côté, commençait à sentir le poids de tout cela. Il avait passé des années à se cacher derrière sa richesse, évitant tout examen personnel, mais maintenant il était exposé d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Il pouvait voir la douleur que cela causait à Agnès, et cela faisait plus mal que tout ce que les médias pouvaient dire. L'attention, les spéculations, les rumeurs, tout cela n'importait pas à Jake. Ce qui importait, c'était Agnès, ses enfants, et la vie qu'il commençait à construire. Mais naviguer dans cet examen public mettrait leur relation à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Au fil des semaines, les quadruplés commencèrent à sentir la tension grandissante autour d'eux. Ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement la fascination des médias pour leur famille, mais ils pouvaient sentir le changement dans l'air. Emily, l'aînée, commença à poser plus de questions sur le rôle de Jake dans leur vie. Elle avait Rem. Aide de sa robe. Tu n'es pas le méchant, Mario, mais tu n'es pas non plus la victime. Elle jeta un dernier regard au lieu de réception au loin. Ce n'était pas une vengeance, c'était un adieu. Puis elle se tourna et s'éloigna, non par amertume, mais parce que la paix exige parfois de la distance. Et Mario, pour une fois, la laissa partir. Plus tard cette nuit-là, Charity était allongée dans son lit, blottie sous une couette délavée dans la chaleur tamisée de son appartement. La nurserie était à moitié terminée, un berceau encore dans sa boîte, un mobile encore emballé dans du plastique. Elle traçait de l'encercle sur son ventre, chuchotant des berceuses qu'elle n'avait pas chantées depuis l'enfance. Une partie d'elle avait toujours rêvé d'élever un enfant dans une maison remplie de rire et de lumière douce. Mais les rêves avaient changé, s'étaient remodelés après Mario. Elle se souvint de la nuit où il s'était moqué de l'idée de la parentalité. Les enfants sont des ancres, avait-il dit, après une longue réunion et un verre de vin. Ils t'empêchent de devenir quoi que ce soit. Et Charity s'était tue, le cœur sombrant sous le poids de sa certitude. C'est cette nuit-là qu'elle sut qu'elle ne pourrait pas partager la maternité avec lui. Alors, quand les 2 lignes roses apparurent sur le comptoir de sa salle de bain des mois plus tard, elle prit une décision. Elle porterait cet enfant avec amour, même si cela signifiait le porter seul. Marcus arriva à l'improviste, apportant de la soupe et du silence. Il ne demanda pas de détails, il regarda seulement ses yeux, vit la lassitude, et l'enlaça fraternellement. J'imagine que le gâteau a été livré, dit-il finalement, un demi-sourire entendu flottant sur ses lèvres. Livré et digéré, répondit-elle en expirant lentement. Il vit le médaillon, le front de Marcus se haussa. Et le regard de Charity se tourna vers la fenêtre. Il a couru après moi, mais je ne l'ai pas laissé arranger ça avec la panique. Marcus hocha la tête approbateur. Fier de toi, sœurette. Tu fais ça à ta manière. Charity sourit faiblement, la douleur dans sa poitrine s'adoucissant.
Je ne lui ai pas dit parce que je voulais une réaction. Je lui ai dit parce que j'avais besoin de me libérer. J'ai porté le poids de ces mots pendant trop longtemps. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait, elle chuchota à son enfant à naître, « Tu n'as jamais été une erreur. Tu es ma raison. » Mario était assis seul dans la chambre d'amis de ce qui aurait dû être sa suite de lune de miel. Les roses, autrefois soigneusement arrangées par Abigail, avaient commencé à se faner. Le champagne intact sur la table était tiède et amer, comme le regret épais dans sa gorge. Il n'était pas encore rentré chez lui, ne le pouvait pas. Le silence dans sa maison était trop assourdissant. Il prit son téléphone et ouvrit son album photo. Là, enfoui sous des photos de travail et des clichés de conférences, se trouvait un unique selfie, lui et Charity à la plage, riant en pleine éclaboussure, ses cheveux sauvages dans le vent. Cette photo avait été prise quelques semaines seulement avant que tout ne commence à s'effilocher. À l'époque où il pensait encore que l'amour suffisait à porter un mariage. Avant que ses propres peurs ne le rendent froid. Il tapota dessus, zoomant pour voir la courbe de son sourire. Elle avait toujours aimé profondément. Lui n'avait aimé que par convenance. Alors que la pluie tambourinait contre la vitre, Mario se renversa et laissa les souvenirs l'envahir. Il se souvint de la nuit où elle avait cessé de dormir dans leur lit, de la façon dont son rire s'était éteint, comment elle avait cessé de parler de la boulangerie ou de décorer des chambres de bébé. Mais maintenant il savait qu'elle n'avait pas cessé de rêver. C'est lui qui avait cessé d'écouter. Et Rose. Rose avait comblé le silence qu'il avait aidé à créer. Mais ce n'était jamais la même chose. Rose était facile, familière, prévisible. Mais Charity, elle était chaleur. Elle était profondeur. Elle était le genre d'amour qui exigeait de grandir. Et il n'avait pas été prêt. Pas à l'époque. Peut-être même pas maintenant. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à sauver la face ou à sauver les apparences. Il pensait à l'enfant, à être présent, à devenir un homme digne d'être appelé père, même s'il avait déjà perdu la chance d'être un mari. Rose claqua la porte de la suite nuptiale derrière elle, l'ourlet en dentelle de sa robe s'accrochant au bord de la commode alors qu'elle s'effondrait sur le tabouret en velours devant le miroir. Son reflet la fixait, belle, vide, trahie. Les larmes montèrent à ses yeux mais ne coulèrent pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle retirait les épingles de ses cheveux, une par une. Elle a planifié ça, murmura-t-elle. Elle a attendu jusqu'à aujourd'hui, sachant que ça gâcherait tout. Sa voix résonnait dans la pièce vide. Mais plus elle le répétait, moins cela avait de conviction. Au fond d'elle, elle savait que Charity n'était pas venue pour détruire son mariage. Elle était venue pour laisser quelque chose derrière elle, quelque chose d'honnête. Et la prise de conscience était insupportable. Parce que Rose savait aussi que ce qui avait fleuri entre elle et Mario avait commencé dans un cimetière, sur les cendres du chagrin d'une autre femme. Un coup à la porte brisa le silence. Rose, ouvre, c'est Abigail. Sa voix était vive et patiente. Rose ne bougea pas. La poignée cliqueta. N'ose pas commencer à pleurer maintenant. Claqua Abigail une fois la porte ouverte. Nous avons la presse dehors, des invités qui attendent des réponses. Tu dois sortir Et quoi, claqua Rose en se levant brusquement. Sourire? Danser? Prétendre que je n'ai pas juste découvert que j'ai épousé un homme toujours lié à quelqu'un d'autre? Abigail cligna des yeux mais se reprit rapidement. Tu voulais ce mariage plus que quiconque. Ne t'effondre pas maintenant. Mais Rose se dirigeait déjà vers la fenêtre. Elle regarda la route sinueuse où Mario avait disparu peu de temps auparavant. Je n'aurais jamais dû toucher à ce qui ne m'appartenait pas au départ, dit-elle doucement. Peut-être que je ne volais pas. Peut-être que j'étais juste un substitut pour quelqu'un qu'il n'a jamais vraiment laissé partir. Et pour la première fois ce jour-là, les larmes coulèrent enfin, chaudes et silencieuses. Marcus faisait les 100 pas dans le salon de Charity, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, attendant qu'elle sorte de la chambre. Elle s'était reposée la majeure partie de la journée, l'épuisement émotionnel ayant fait des ravages. Lorsqu'elle sortit enfin, vêtue d'un pull ample et de leggings, les yeux encore lourds, Marcus s'avança. « Je veux juste savoir que tu vas bien, dit-il doucement. Charity hocha la tête. Fatigué mais ça va. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé et étudia son visage. Il s'est montré, n'est-ce pas? Elle hocha de nouveau la tête. Sur le banc, il avait l'air perdu.
Marcus serra la mâchoire. J'aurais dû y aller avec toi. Je savais que ça allait dégénérer. Charity lui prit la main. Il fallait que ça arrive. J'avais besoin qu'il sache, mais je n'avais pas besoin qu'il reste. Marcus se renversa, se frottant les tempes. Je déteste qu'il ait encore ce pouvoir sur toi, même maintenant. Charity lui adressa un sourire las. Ce n'est pas du pouvoir, Marcus. C'est de l'histoire, et l'histoire a du poids. Il regarda son ventre, puis de nouveau son visage. Et pour ce petit? Va-t-il faire partie du tableau maintenant? Elle soupira, posant ses mains sur son ventre. Il le veut, mais je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera. Je ne veux pas élever mon enfant dans le chaos ou la confusion. Marcus hocha lentement la tête, comprenant. Tu mérites la paix. Tu mérites de respirer sans regarder par-dessus ton épaule. Il marqua une pause, puis ajouta avec un petit rire. Mais s'il dépasse les bornes, j'ai les noms de 2 oncles prêts à lui apprendre les bonnes manières. Charity rit légèrement, le son inattendu et apaisant. À cet instant, elle se sentit en sécurité, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle n'était pas seule à la porter. Ce soir-là, Mario retourna enfin chez lui, autrefois rempli de chaleur, maintenant stérile et froid. Les lumières s'allumèrent avec un clic mécanique, révélant un espace trop impeccable pour être habité. Il erra dans la cuisine, attiré par quelque chose auquel il n'avait pas pensé depuis des années. Au fond du placard se trouvait une vieille boîte en carton étiquetée à l'encre délavée, ustensile de pâtisserie de Charity. Il la sortit lentement, révélant un moule à gâteau en forme de cœur fissuré, ses douilles préférées, et une photo nichée entre 2 poches à douilles, lui et Charity décorant des cupcakes, leur visage barbouillé de glaçage et de joie. Cette vue lui coupa le souffle. Il n'avait pas réalisé combien de choses il avait enterrées, combien de souvenirs il avait scellés dans des coins poussiéreux, espérant qu'il resterait silencieux. Il posa le moule sur le comptoir, fixant ses bords ébréchés. Il avait servi pour son gâteau d'anniversaire la première année de leur mariage, avant que l'ambition et la peur ne le rendent cruel. Ce moule avait contenu plus que de la pâte. Il avait contenu des moments, des promesses, le début d'une histoire d'amour qu'aucun d'eux ne savait comment terminer. Il alluma le four, l'instinct le guidant, et commença à mélanger des ingrédients dont il se souvenait à peine. Farine, sucre, œufs, il bougeait comme un homme essayant d'invoquer quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Le gâteau n'était pas parfait. Il s'affaissa légèrement au centre. Mais ce n'était pas pour la frime. C'était pour elle, pour lui. Pour la version d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée. Alors qu'il était assis dans la cuisine silencieuse, l'odeur de vanille chaude flottant dans l'air, Mario laissa enfin les larmes couler, non pas pour ce qui était perdu, mais pour ce qu'il n'avait jamais vraiment apprécié quand c'était encore à lui. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les fins rideaux de l'appartement de Charity, jetant une douce lumière dorée sur la nurserie qu'elle aménageait lentement. Le berceau, fraîchement assemblé, se tenait tranquillement près de la fenêtre, garni de draps pastel. Des animaux en peluche bordaient l'étagère au-dessus, la plupart d'occasion, donnés par des voisins qui avaient entendu parler de sa grossesse par Marcus. Charity se tenait au milieu de la pièce, tenant un petit body dans sa main, sa taille minuscule presque risible. Ça devient réel, se murmura-t-elle, ses doigts effleurant son ventre. La vie en elle donna un léger coup en réponse, comme pour acquiescer. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva sa voisine âgée, Madame Noto, tenant un sac d'articles pour bébé et un bol fumant de riz jollof. « Tu dois manger, dit-elle en entrant d'elle-même. Tu ne peux pas élever un bébé fort le ventre vide et en silence. » Charity sourit chaleureusement, touchée par le soutien indéfectible de la femme. Alors qu'elles étaient assises ensemble sur le petit canapé, Madame Noto l'observa attentivement. « Je vois du calme dans tes yeux maintenant, dit-elle doucement. Pas le genre de calme qui est silencieux de tristesse, celui qui vient après une tempête. » Charity expira en hochant la tête. « Je n'ai toujours pas toutes les réponses, mais je sais que j'irai bien. » Elles parlèrent pendant des heures de maternité, de solitude et de force inattendue. Plus tard, après que l'appartement fut retombé dans le silence, Charity retourna à la nurserie. Elle prit le livre de bébé sur la table de nuit et tourna à la première page blanche. Après une longue pause, elle prit un stylo et écrivit en haut « Ton nom portera la lumière ». Il ne s'agissait pas d'effacer Mario ou ce qu'ils avaient vécu. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau qui n'avait pas besoin d'être défini par le passé.
À ce petit moment tranquille, Charity ne se sentit pas comme quelqu'un qui avait été abandonné. Elle se sentit comme quelqu'un qui avait commencé. La pluie tombait régulièrement tandis que Charity pliait du linge propre sur le canapé, le ronronnement de la machine à laver remplissant l'appartement silencieux. Un coup à la porte la surprit. Elle n'attendait personne. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se figea. Debout là, trempée de la tête aux pieds, se trouvait Rose. Ses cheveux autrefois impeccables étaient défaits, ses yeux gonflés de larmes. Elle serrait un parapluie mais ne l'utilisait pas. Je ne savais pas où aller d'autre, dit Rose, la voix tremblante. Charity recula sans un mot, la laissant entrer. Elles restèrent assises en silence gêné pendant un moment, l'air épais de mots non dits. Finalement, Rose leva les yeux. Je ne suis pas venue pour justifier ce qui s'est passé. Je suis venue te dire la vérité et te dire que je suis désolée. Les doigts de Charity se resserrèrent autour de la chaussette de bébé qu'elle pliait. Continue, dit-elle, sa voix froide mais composée. Rose inspira brusquement. Je n'ai jamais eu l'intention de tomber amoureuse de lui. Après le divorce, nous sommes restés en contact. Ça semblait anodin au début. Puis une nuit, ça ne l'était plus. Elle marqua une pause, sa honte visible. Je me suis plus menti à moi-même qu'à toi. Je me suis convaincu que vous deux, c'était fini, que je ne faisais rien de mal. Charity écouta sans interruption. Quand Rose eut fini, elle la regarda avec un calme qui les surprit toutes les deux. Tu n'as pas seulement pris mon mari, Rose. Tu as pris ma paix. Tu étais la seule personne que je pensais ne jamais me trahir. Rose s'essuya les joues en hochant la tête. Je sais, et je porterai ça pour le reste de ma vie. J'avais juste besoin que tu saches que je n'en étais pas fier. Charity se leva lentement. Je ne te déteste pas, mais je ne peux pas non plus te faire confiance, et je ne te laisserai pas approcher mon enfant. Rose l'accepta d'un signe de tête, sans supplier, sans plus de mensonges. Juste la vérité laissée sur le seuil alors qu'elle retournait sous la pluie. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, les bips trop forts, mais Charity se concentra sur le rythme de sa respiration, serrant la main de Marcus alors que les contractions s'accéléraient. Vous vous débrouillez très bien, encouragea l'infirmière, tandis que Marcus lui essuyait le front avec un linge humide. Charity serra la mâchoire, la sueur coulant sur son visage. Dites au docteur que ce bébé arrive maintenant, grogna-t-elle, et Marcus se précipita pour chercher de l'aide. Quelques instants plus tard, l'équipe d'accouchement arriva en masse. Charity, bien qu'épuisée, se recentra. La douleur était écrasante, mais elle avait porté des fardeaux pires en silence. Elle était prête à donner la vie dans un monde qui avait autrefois tenté de lui voler sa lumière. À l'extérieur de la chambre, Mario faisait les 100 pas dans le couloir, tenant un bouquet de marguerites blanches, ne sachant même pas s'il avait sa place ici. Marcus l'aperçut et faillit faire demi-tour, mais s'arrêta, leurs regards se croisant. Elle n'a pas besoin que tu arrives en retard et confus, dit froidement Marcus. Elle a besoin de paix. N'entre pas à moins d'apporter ça. Mario hocha la tête, déglutissant difficilement. Je ne suis pas là pour arranger quoi que ce soit, je veux juste voir mon enfant. Marcus hésita, puis retourna à l'intérieur. Un cri perça l'air quelques instants plus tard, fort, puissant, magnifique. Charity fondit en larmes, le son tranchant sa douleur comme la lumière à travers le brouillard. L'infirmière sourit. C'est une fille. Charity baissa les yeux sur le petit paquet placé dans ses bras, et plus rien d'autre n'existait au monde. Ni la douleur, ni l'histoire, juste elle et le battement de cœur qu'elle avait porté seule. Elle déposa un baiser sur le front du bébé et murmura, « Tu valais tout ». La maternité était calme maintenant, à l'exception des pas occasionnels des infirmières et du doux murmure des berceuses diffusées par l'interphone voisin. Charity était assise, calée sur des oreillers blancs impeccables, berçant sa nouveau-née enveloppée dans une douce couverture lavande. La petite fille clignait lentement des yeux, sa bouche s'entr'ouvrant dans un bâillement endormi. Charity n'avait jamais su que son cœur pouvait s'étirer autant. Elle étudia les doigts minuscules du bébé, la légère trace de boucle sur son cuir chevelu. « Tu as les yeux de ton père », murmura-t-elle en effleurant doucement la joue du bébé avec sa phalange. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de l'acceptation. Tout ne s'était pas passé comme prévu, mais ce moment était parfait dans sa propre quiétude. Pour la première fois depuis ce qui semblait des années, Charity se sentit entière. Un coup à la porte brisa l'immobilité. Elle leva les yeux,
s'attendant à Marcus, mais c'était Mario qui se tenait sur le seuil, ne tenant rien cette fois que sa propre vulnérabilité. « Puis-je entrer » demanda-t-il doucement. Charity hésita, puis hocha la tête. Il entra lentement, son regard tombant immédiatement sur le paquet dans ses bras. Elle tourna légèrement le bébé pour qu'il puisse voir son visage. Il fit un pas prudent de plus, les émotions débordant dans ses yeux. « Elle est magnifique » murmura-t-il. « Elle est forte » répondit Charity. Elle n'a attendu la permission de personne pour arriver. Mario gloussa sous cape, puis se tut. « Je ne veux pas embrouiller sa vie ni la tienne, mais si tu me le permets, j'aimerais faire partie de la sienne, quelle que soit la manière dont tu décideras que cela se présente. » Charity le regarda longuement, puis baissa les yeux sur leur fille. « Nous prendrons les choses une étape à la fois, dit-elle. Il ne s'agit plus de nous maintenant, il s'agit d'elle. » Et c'était suffisant pour l'instant. 3 mois plus tard, l'odeur de vanille chaude et de cannelle flottait depuis la boulangerie rouverte de Charity, nichée entre un fleuriste et une librairie. La boutique était petite, mais c'était de nouveau la sienne, remplie de rires, de nouveaux départs, et des faibles gazouillis de son bébé dans un berceau caché derrière le comptoir. Les clients allaient et venaient, admirant ses gâteaux, bavardant sur la douceur de sa génoise et la légèreté de son glaçage. Charity travaillait avec aisance, nouant son tablier avec grâce et décorant les pâtisseries avec une joie tranquille. C'était un après-midi calme lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta, et Mario entra, vêtu d'un pull gris, d'un jean, et d'une douceur qu'elle n'avait pas vue auparavant. Dans ses mains, il tenait une petite boîte à gâteaux ronde. « Échange » demanda-t-il avec un sourire narquois. « J'ai fait ça moi-même, ce n'est pas terrible, mais c'est comestible. » Charity haussa un sourcil, souriant narquoisement en s'essuyant les mains. « S'il est sec, je te le renvoie. » Ils rirent tous les deux. Il lui tendit la boîte, et elle lui passa un cupcake du présentoir. Ce n'était pas des retrouvailles, ce n'était pas une demande en mariage. C'était quelque chose de plus doux, une reconnaissance tacite qu'il faisait toujours partie de l'histoire de l'autre, juste écrite dans un nouveau chapitre. Mario se dirigea vers le berceau et jeta un coup d'œil, souriant à la petite fille. « Elle te ressemble quand elle dort. » Charity hocha la tête. « Elle a ton entêtement tranquille, cependant. » Il gloussa et recula, ne s'attardant pas. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Mario. » Il s'arrêta. « Cette fois, dit-elle, la voix ferme, pas de message. »